Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Deuxième heure de débat sur Europe 1. Bonsoir Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Et j'accueille le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonsoir Nicolas Povremonti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais que vous commentiez une petite phrase de Jean-Noël Barrot qui était au grand rendez-vous Europe 1 CNews. C'était dimanche, il y a 2 jours, sur des chiffres très précis sur les reconduites à la frontière. Écoutez le ministre des Affaires étrangères. Entre 2020 et 2021, nous avons effectivement fait monter le rapport de force. Nous avons activé le levier des visas. On a dit, on réduit les visas jusqu'à ce que les reconduites à la frontière augmentent. À cette époque, nous avons eu chaque année, 2020-2021, 800 reconduites à la frontière. Et puis en 2022, nous avons pris une autre approche. Nous avons signé un accord très exigeant avec l'Algérie, mais un accord de coopération. Et là, nous avons fait tripler le nombre de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Ce que nous expliquait Jean-Noël Barrot dimanche, c'est que la méthode ferme voulue par Bruno Retailleau n'est pas forcément la bonne méthode, mais qu'il fallait une méthode efficace et donc peut-être une méthode douce au vu des derniers résultats qu'il vient de citer. D'abord, est-ce que ces chiffres sont corrects et à quoi correspondent-ils ? Alors, la vraie difficulté, c'est que le ministère ne communique pas annuellement sur les éloignements par pays de destination des éloignements. Néanmoins, je serais intéressé d'avoir ces données pour les derniers mois de l'année 2024, parce qu'on sait que l'Algérie a resserré de manière très forte l'octroi des laissez-passer consulaires, dans un contexte diplomatique qu'on connaît, la reconnaissance par la France du Sahara occidental. Donc ça a été l'un des leviers de pression. Par ailleurs, je me méfie des comparaisons sur les éloignements par rapport à 2020, parce qu'en 2020, il y a eu un creux lié au Covid. Les éloignements ont atteint un plus bas historique parmi tous les pays d'origine. Le vrai point de comparaison serait plutôt en 2019, par rapport à la période pré-Covid. Et si on prend là l'ensemble des éloignements pour l'ensemble des pays d'origine, on se rend compte qu'on est aujourd'hui même pas revenu au niveau des éloignements qu'on avait en 2019. Donc c'est pas forcément un bon argument dit Jean-Noël Barrot. Ça mérite d'être regardé de plus près, dirons-nous. Alors, à contrario, Jean-Noël Barrot, qui tout à l'heure était l'invité de BFM TV, a fait une sortie sur des restrictions pour des dignitaires algériens. On écoute. Nous avons déjà pris des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Je n'aurai pas de problème à en prendre d'autres, dans la mesure où ça me permet de faire avancer et de défendre les intérêts des Français. En matière de diplomatie, nous avons toute une palette d'outils, certains plus durs que d'autres, et ça n'est pas toujours avec les outils les plus durs qu'on obtient des résultats. D'ailleurs, on a pu le mesurer par le passé, puisque lorsqu'on a durci le ton avec l'Algérie, on a fait baisser le nombre d'expulsions. Moi, mon objectif, c'est d'expulser plus d'Algériens en situation irrégulière, pas d'en expulser moins. Voilà, donc il reprend quand même les arguments d'il y a 2 jours, ce ministre des Affaires étrangères. Depuis dimanche d'ailleurs, et c'est sans doute la raison pour laquelle mon confrère Benjamin Duhamel l'a invité ce soir, c'est que il y a quand même un buzz autour des sorties de Jean-Noël Barrot. Gabrielle Cluzel lève les yeux au ciel. Il y a un buzz depuis dimanche parce que on est à quelques heures maintenant de cette première session du comité interministériel sur l'immigration et il y a à tout le moins 2 voix très très opposées au gouvernement, celle de Jean-Noël Barrot et celle de Bruno Retailleau. Absolument, il y a une forme de paradoxe ou de tension dans le propos du ministre des Affaires étrangères qui à la fois explique qu'il y a un ensemble de mesures de rétorsion qui peuvent être prises dès aujourd'hui et demain peut-être plus encore contre les dirigeants algériens et qu'il n'hésitera pas à y avoir recours. Et dans le même temps, il semble nous expliquer que ces mesures sont de toute façon vouées à créer des crispations inutiles et contre-productives. Donc il y a quand même une forme de paradoxe. En fait, il y a une tension au sein du gouvernement, on le voit, entre Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau sur ces questions, qui s'explique par 2 facteurs principaux. D'abord, il y a toujours des tensions entre les affaires étrangères et l'intérieur sur l'immigration, parce que du point de vue du Quai d'Orsay, l'immigration, c'est un élément parmi d'autres dans le rapport que la France peut avoir avec certains pays d'origine, au milieu d'autres considérations culturelles, économiques, diplomatiques au sens large, alors que pour l'intérieur, c'est évidemment le cœur du régalien. Et enfin, il y a un deuxième niveau de tension qui, celui-là, est beaucoup plus politique. On comprend que au-delà même de la question de l'Algérie, Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau n'ont pas la même vision de ce que doit être la politique migratoire de la nation. Et donc le ministre de l'Intérieur qui souhaite engager un rapport de force avec l'Algérie, doit en vérité d'abord engager un rapport de force au sein de son propre gouvernement pour faire prévaloir ses vues. On verra quels seront les arbitrages rendus demain par le Premier ministre. Sur les différentes positions des ministres, François Bayrou a
d'après sa déclaration au Salon de l'Agriculture, suivi plutôt Monsieur Retailleau en disant que c'était inacceptable qu'un individu qui devait être extradé par 10 fois l'Algérie le refuse. À l'instant, à 19h15, nous recevions le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui disait mais non, mais malgré le timing, malgré le buzz négatif autour, malgré l'assaillant de Mulhouse, qui est un exemple de l'immigration dont on ne veut pas en France parce qu'elle est mortifère et meurtrière, et bien malgré cela, il voudrait quand même qu'on continue à accueillir des étudiants extra-européens en France qui représentent 110 000 personnes encore cette année. Gilles Boutin, vous vouliez dans ce contexte interroger Nicolas Pouvremonti. Oui, au sujet de la position de Bruno Retailleau, puisque vous expliquez qu'au niveau diplomatique, on a plutôt une impression d'immobilisme. En tout cas, le temps diplomatique n'est pas celui de la gestion directe interne des problèmes liés à l'immigration et aux expulsions des personnes au QTF. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau peut réellement influer d'une manière ou d'une autre sur le cours des choses, ou est-ce qu'il ne fait que finalement une communication bien reçue, appréciée par une majorité de Français, mais est-ce que ce n'est que de la communication? A-t-il un pouvoir? En tout cas, il a, sans même parler de loi qu'il présenterait au Parlement avec une majorité très incertaine, il a en tant que ministre de l'Intérieur des moyens d'action sur ces questions. Typiquement, on a beaucoup parlé des visas ces jours-ci. L'an dernier, la France a accordé 2,8 millions de visas, c'est 17% de plus que l'année précédente. 250 000 visas accordés à des ressortissants algériens, c'est 19% de plus que l'année précédente. On est sur un sujet où il y a normalement une coordination entre les affaires étrangères et l'intérieur, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'intérieur, le ministère pilote en la matière, et que demain, Bruno Retailleau a quand même les moyens, sans avoir besoin de prendre de grandes initiatives législatives, sans avoir besoin de remettre en cause l'architecture institutionnelle autour de l'immigration, de réduire son nombre de visas. Mais attendez, juste pause là-dessus, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Le ministre de l'Intérieur, c'était Gérald Darmanin, si je ne m'abuse, juste avant. Jusqu'à fin septembre. Bruno Retailleau. Gérald Darmanin, qui n'est pas forcément connu pour accueillir le plus de monde possible sur le territoire français. Comment cette décision est prise? Est-ce que c'est le seul ministre? Est-ce que il y a un comité Théodule à l'intérieur de j'allais dire de la place Beauvau, mais en tout cas des services de l'intérieur? Est-ce que il y a, est-ce que le président de la République a également un mot à dire là-dessus? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Alors pour ce qui est des visas, les instructions générales sont données par le ministère de l'Intérieur. Il les donne évidemment en rapport avec d'autres champs de l'action publique. Typiquement, vous évoquiez à juste titre l'immigration étudiante. La France a une politique d'attractivité très forte envers l'immigration étudiante, avec des objectifs annuels à plusieurs centaines de milliers de personnes. Parfois, ça nécessite un titre de séjour quand les étudiants restent plus d'un an. Parfois, un visa suffit. Et donc, le ministère de l'Intérieur, quand il donne ses consignes, il s'inscrit aussi dans la cohérence globale de la politique gouvernementale. Et pour ce qui est de l'action de Gérald Darmanin quand il était à Beauvau, il y a effectivement des déclarations qui sont des déclarations politiques. Il n'en demeure pas moins que Gérald Darmanin était le ministre sous lequel des records ont été battus en termes de titres de séjour, en termes de demande d'asile. Mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Pour ce qui est des titres de séjour, c'est-à-dire l'immigration au sens strict, ce paradoxe tient assez largement au fait que, par exemple, sur les 336 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier, à peine la moitié relève vraiment d'une décision du politique. C'est le cas de l'immigration étudiante, c'est le cas de l'immigration professionnelle. Mais vous prenez à l'inverse les Mais le reste, ça relève de qui, du coup? Ça relève d'un droit opposable à l'immigration créé par les traités, créé par la jurisprudence. C'est le cas de l'immigration familiale, très largement. C'est le cas de l'immigration pour motif humanitaire, qui est en fait l'asile. Là-dessus, le politique, demain, le gouvernement, même plein de bonne volonté, ne peut pas réduire drastiquement par 2, par 3 le nombre de ces titres, simplement parce qu'il est contraint par des normes supérieures à la loi. Je voudrais qu'on écoute l'ambassadeur Driancourt, qui était ambassadeur de France en Algérie sous Nicolas Sarkozy. Il propose quelques mesures ce matin sur Europe 1. On a peur de l'Algérie. On fait de l'autocensure en permanence vis-à-vis de l'Algérie. Parce qu'il y a les souvenirs de la colonisation, de la guerre. Alors, ça justifie beaucoup de choses, on ne fait rien. Je pense que on pourrait bloquer Air Algérie, qui refuse de prendre les gens pour l'Algérie avec un laissez-passer consulaire et même une pièce d'identité. On peut fermer un certain nombre de consulats algériens, à commencer par le consulat de Strasbourg. On peut cibler un certain nombre de personnes qui résident en France.
là-dessus. Est-ce que on peut suivre les recommandations de Monsieur Driancourt ou est-ce que c'est impossible? On peut suivre les recommandations de Monsieur Driancourt et si on souhaite reprendre la main sur une part plus grande de la politique migratoire avec les contraintes qui sont les nôtres, je dirais même qu'il faut le faire parce qu'aujourd'hui la question. Mais on peut le faire, c'est-à-dire on peut le faire. C'est possible. Sur ce rapport de force diplomatique, on peut tout à fait le faire. Typiquement, vous voyez un exemple que cite souvent l'ambassadeur Driancourt. Les titulaires algériens de passeports diplomatiques sont dispensés de visa pour entrer en France. C'est beaucoup de monde en Algérie, les titulaires de passeports diplomatiques. Ça, c'est un échange. Parce que tout le monde est diplomate, parce que on les distribue de façon très politique, dirons-nous. Depuis 2007, par un simple échange de lettres entre les deux ministres des Affaires étrangères, ces gens sont dispensés de visa. Demain, par un simple échange de lettres, cet accord peut être dénoncé. C'est un élément du rapport de force parmi d'autres. Et si j'évoque le fait que ce rapport de force avec l'Algérie, en tout cas dans le domaine migratoire, est incontournable, c'est parce que les Algériens sont aujourd'hui la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour en cours de validité. 650 000 Algériens ont aujourd'hui un titre de séjour en France. Grâce notamment aux facilités des accords de 68. Absolument. Le droit commun de l'immigration est assez large, mais les accords franco-algériens, l'accord de 1968 renforce encore sur un certain nombre de champs les possibilités d'obtenir un titre, et même sur la question de l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, les Algériens comptent à eux seuls pour un tiers des étrangers retenus dans les centres de rétention administrative. Et donc, si on n'engage pas le rapport de force avec l'Algérie au premier chef, on peut fixer tous les objectifs politiques d'éloignement possibles. On va vite se heurter à un certain nombre d'obstacles. Gabriel Cluzel. Oui, moi je trouve tout à fait intéressant ce qu'a dit ce matin Xavier Driancourt, mais qu'il répète, c'est un peu, il prêche un peu dans le désert, mais on pourrait au moins lui faire la grâce de l'écouter puisqu'il connaît bien l'Algérie. Et ce qu'il dit, c'est que l'Algérie connaît essentiellement le rapport de force. Et forcément, si on se place en situation de faiblesse, ça ne peut pas fonctionner. Il a donné tout un panel au-delà de ça, la réduction des visas, cet accord européen aussi qui s'apprête à être signé. Et la France pourrait dire, d'ailleurs Bruno Retailleau en a parlé également, on pourrait dire, non, attendez, nous, il faut pas que cet accord soit signé tant que Boualem Sansal n'a pas été relâché. Je rappelle qu'il a dépassé son 100e jour de détention, tant que nos OQTF n'ont pas été renvoyés. Il y a finalement 1000 outils. Il disait, on pourrait fermer les consulats, on pourrait déjà ne plus pas en ouvrir de supplémentaires, voyez. Et ça, c'était quand même sous le règne, entre guillemets, de Gérald Darmanin. On a ouvert 2 consulats supplémentaires. Pourquoi vous dites le règne? C'est-à-dire quand il était ministre de l'Intérieur, non, je crois, c'est ça, Nous sommes d'accord. Eh bien, mais bon, il y a la sémantique a son importance, Gabriel, je vous connais suffisamment. On en a ouvert un à Melun et je crois à Rouen, donc, et on se retrouve avec 20 consulats algériens en France contre 3 Français en Algérie. Non mais moi je crois que au-delà de réussir à faire sauter des verrous, faudrait aussi laver l'honneur de la France de temps en temps, voyez, parce que c'est extrêmement pesant pour les Français de se sentir être le paillasson de l'Algérie. Par ailleurs, ce sera le dernier point, mais ça serait une question peut-être pour Monsieur Pauvremont. Oui, mais Monsieur Barrot dit oui, ça sert à rien. Moi, je suis désolée. Je sais pas si vous vous souvenez, le dernier geste qu'a eu Jean Castex, il avait fait une fixation là-dessus et il avait eu raison, c'est de virer un certain Monsieur Malki, je crois, qui avait armé Mohamed Merah. Vous vous souvenez? Il s'était dit, celui-là, je veux l'expulser. Eh bien, il avait été refusé au début par l'Algérie. L'Algérie avait dit non, on veut pas le reprendre. C'est un peu le même genre de situation. Il avait été mis en centre de rétention administrative ou sous surveillance. Bref. Et puis, à ce moment-là, il y a eu cette fameuse réduction des visas. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Eh ben, je ne sais pas par quel miracle, Monsieur Malki, il a été renvoyé en Algérie, l'Algérie a accepté. Donc moi, je crois au contraire que le rapport de force, je pose la question évidemment à Monsieur qui est bien plus expert que moi, mais néanmoins, on l'a jamais testé, on pourrait l'essayer. Oui, c'est ce que je veux dire. Beaucoup de gens doivent se poser la question, en fait. Qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on perd, en fait? Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses et on entend également, alors ça, je sais pas, mais qu'il y a des rapports économiques, qu'il y a Total qui est très implanté, qu'il faut pas froisser les rapports entre le pétrolier et le régime algérien. Je sais pas, je pose la question, mais vous en savez sans doute plus que moi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une question de priorité politique. Si on considère que des impératifs immédiats de sécurité intérieure impliquent de rentrer dans un rapport de force dont l'importance prédomine des intérêts économiques qui par ailleurs ne s'écrouleront pas du jour au lendemain, on peut aller dans ce rapport de force. Il y a eu effectivement en 2021-2022 déjà cette période où on a restreint le nombre de visas accordés à un certain nombre de pays d'origine, notamment les pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc en particulier. Les résultats ont été assez médiocres en vérité. Mais pourquoi ? Parce qu'on a assez vite convaincu nos interlocuteurs qu'on ne tiendrait pas ce rapport de force dans la durée. Si on engage un bras de fer, il faut que, le partenaire du bras de fer soit convaincu qu'on peut tenir cette position relativement longtemps. Et au-delà de ce rapport de force ponctuel, notamment pour la réadmission des clandestins,
ce qui aujourd'hui mérite d'être remis en cause, c'est bien le cadre de nos rapports migratoires avec l'Algérie. Et on en revient assez vite à la question de l'accord franco-algérien de 1968, qui aujourd'hui est très présent dans le débat public. Et on peut s'en réjouir, car il a longtemps fait figure d'absent. Et qui peut être supprimé ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est un totem en ce moment. On en parle beaucoup. De mer, même Patrick Buisson parlait à Sarkozy, je me souviens. Absolument. Alors on peut le dénoncer, mais on ne pourra pas le faire sans le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est un traité international. Donc, le président de la République signe les traités. Voilà. Il peut aussi les dénoncer. Donc la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est sa responsabilité. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti de nous avoir longuement et bien éclairé ce soir sur toutes ces questions.